Coucou, bonjour. Alors, prochaine section d'exercice très très courte, les chapitres 7.2.3, circulation thermohaline, hyper importante quand même, et distinction entre les glaciers et les banquises, c'est masse de glace d'eau douce, ou saumâtre dans le cas des banquises, là, qui parsèment notre continent et qui fondent à vue d'œil. Alors, les questions dans cette section, ça commence ici. J'espère qu'on voit très bien ça. La première, on parle de circulation océanique, est caractérisée par deux types de courants, les courants de surface et les courants de profondeur. Voici 4 facteurs qui influent sur la circulation océanique. C'est vrai que la rotation de la Terre, la variation de température de l'eau, pour qu'elle soit plus légère ou plus lourde, pour changer sa masse volumique, ainsi que sa salinité, et la direction des vents, influencent la direction de ces courants. On demande ici quels sont les facteurs qui influent particulièrement les courants de surface. Alors, les courants de surface sont surtout déplacés par les vents, donc la case 4, alors que la variation de la température et de la salinité, ça s'applique aux courants de profondeur, parce que ça change sa masse volumique et ça fait que l'eau descend vers le fond. Alors, on va parler des vents, et les vents sont influencés par l'effet de Coriolis causé par la rotation de la Terre. Alors, la direction des vents et donc la direction des courants est influencée par 1 et 4. C'est pour ça qu'on choisit B. Ensuite, selon la figure de la page précédente, la figure 9, la portion de la boucle thermohaline nommée Gulf Stream est-elle un courant de surface ou de profondeur? Si on regarde le Gulf Stream qu'on a ici, on mentionne que c'est un courant de surface, mais qu'est-ce qui nous indique que c'est un courant de surface? On a de l'eau chaude qui se dirige ici vers l'est, portée par les grands vents. Alors, c'est un courant de surface, parce que l'eau chaude se trouve en surface de l'océan, contrairement à l'eau froide, qui a une plus grande masse volumique et qui coule au fond. Alors, on mentionnera un courant de surface, un courant de surface, car il est déplacé par le vent. Non, on va faire mieux que ça. Courant de surface. Car les eaux chaudes en surface sont déplacées par le vent. Voilà. Pas très clair, ça. Ensuite, pardon, le rhume n'est pas fini. Quel territoire bénéficie de l'apport en chaleur du Gulf Stream? Alors, où s'en va cette chaleur-là? La côte est du continent nord-américain ou les portions nord et nord-ouest de l'Europe? Alors, où s'en va cette chaleur apportée par le Gulf Stream? Notre Gulf Stream, il se prend sa chaleur dans les Caraïbes et il s'en va jusqu'au nord de l'Europe. Il s'en va pas tant sur la côte est. S'il allait vers la côte est, on aurait un grand courant qui va frôler toute cette région. Mais on remarque que non, on dévie, on évite de passer par chez nous, par le Québec, par les provinces maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, du Prince-Édouard, Terre-Neuve-Labrador. Non, on s'en va plutôt vers le nord de l'Europe. Parce que c'est la direction de ces vents qui soufflent vers le nord de l'Europe. Alors, on demande dessus quelle région va recevoir cette chaleur. On va mentionner que c'est le nord et le nord-ouest de l'Europe, donc les régions européennes. Les régions européennes. Justifiez votre réponse. Parce que le vent emporte le courant dans cette direction. Déjà à partir des États-Unis. La chaleur s'en va vers l'est. Donc toute cette chaleur quitte vers l'est
Et qu'est-ce qui reste pour l'Amérique? La côte est de l'Amérique, elle? Ben, il lui reste de l'eau froide. Tu vois, ça s'est refroidi, puis bouh, ça va être de l'eau froide qui vient du Groenland, du nord du Canada, le Nunavut, qui va descendre, revenir en dessous, donc amener de l'eau froide à la place. La chaleur, elle s'en va, comme tu le vois, vers le nord de l'Europe. C'est une petite question de géographie pour suivre la carte. Numéro 3. En vacances dans les prairies canadiennes, Sabrina envoie une carte postale à son bon ami Jim. En regardant la photo de la carte postale, ce dernier constate que de drôles de bus de neige, des bus avec des grosses roues, sont garés sur la glace en montagne. Bon, ben là, on parle de prairies canadiennes puis de montagne, de quelque chose qui ne marche pas, là. Selon vous, ces bus sont-ils sur une banquise, comme le croit Sabrina, ou sur un glacier? Pourquoi Sabrina dit ça? Ah oui, il y a une lettre. Salut Jim! C'est la voix de Sabrina, ça. Voici une photo de notre voyage au parc national de Jasper. C'est clairement pas d'une prairie, là, c'est bien rocheuse. Nous sommes rendus à la banquise avec ces drôles de bus de neige. À bientôt. Il y a un problème pour Sabrina, là. Elle sait plus où elle est rendue. Elle n'est pas dans les prairies, déjà, parce que si elle est à Jasper, elle est dans les montagnes rocheuses. Et dans les montagnes rocheuses, ben, c'est pas les prairies du tout. Deuxièmement, elle dit qu'elle est sur la banquise. Mais une banquise, c'est de la glace qui flotte sur l'océan. Et ici, on n'est clairement pas sur l'océan, on est dans les montagnes. On est littéralement dans les montagnes sur le continent. Alors, il s'agit plutôt d'un glacier. On devrait lui mentionner. On va écrire à Sabrina, on va dire, ma belle Sabrina, il s'agit plutôt de glacier. Il s'agit plutôt de glacier. Seigneur. Glacier. Car l'Alberta belle Alberta, elle a marqué ça, est un territoire continental. Territoire. On va dire à voir ce que j'écris, hein. Voilà, je vais me mettre ici. Est un territoire continental. Mental. Pas de E à la fin. Masculin ici, continental. Alors qu'une banquise flotte sur l'océan. Flotte, puis de ligne. On en ajoute sur l'océan. Voilà. Alors non, il s'agit plutôt d'un glacier, car l'Alberta est un territoire continental, alors qu'une banquise flotte sur l'océan. C'est mieux comme ça. Numéro 4, dernière question. Déjà, c'est donc bien pas long. Ouais, il y a peu d'activités là-dessus. Alors, il va falloir s'assurer d'avoir bien maîtrisé qu'est-ce qui est responsable de la circulation océanique et la distinction entre glacier-banquise. Numéro 4. La circulation thermohaline dépend à la fois des variations de température, d'où le thermo, et des variations de salinité, d'où le haline, parce que halite, ça a rapport avec le sel. Cochez la ou les bonnes réponses aux questions suivantes. La ou les bonnes réponses. D'accord. Question A. Quel élément, donc il y en a un seul, est responsable des variations de température de l'eau? Ben, la pollution de l'air ne change pas la température de l'eau, tant que ça. L'eau des fleuves qui se jettent dans les océans, plus ou moins. Je veux dire, il y a des fleuves chauds, puis il y a des fleuves froids, donc plus ou moins. Les échanges de chaleur avec l'atmosphère. Ah, ça, tout à fait. Ça, tout à fait. Les échanges de chaleur avec l'atmosphère, je veux dire, si la région est chaude, ben, l'eau va tendance à être chaude aussi. Si la région est froide, l'eau va devenir froide aussi. Et l'augmentation de la salinité, non, c'est pas parce qu'elle est salée qu'elle va être plus chaude ou plus froide. Donc ça n'a pas rapport. 2 et 4 n'avaient absolument pas rapport. B. Non, on est au pluriel. Quels éléments sont responsables des variations de la salinité? Qu'est-ce qui fait changer la quantité de sel dans les océans? L'eau des fleuves qui se jette dans les océans. Ben, les fleuves, c'est de l'eau douce. Quand ça jette dans les océans, ça veut dire que c'est de l'eau non salée qui va venir diluer. Donc ça, oui, ça a un impact. La pollution de l'air. Bon, ça, c'est tiré par les cheveux, là. Non, pas vraiment. Les précipitations, pluie et neige et la fonte des glaces.
Oui, parce que s'il pleut, il neige sur les océans, les glaces fondent, cette eau douce va s'ajouter à l'eau de mer. Donc, ça va diluer la salinité, diminuer ou diluer la concentration en sel. Et la fonte des glaciers, un glacier comme celui-ci, quand ça fond, ça ajoute de l'eau douce qui va couler dans les rivières et ultimement dans les océans. Donc, oui, fonte des glaciers aussi, ça joue sur la salinité des mers. Et finalement, c'est, compte tenu de la progression du réchauffement climatique, malheureusement, la fonte de nombreux glaciers, se poursuivra au cours des prochaines années. Quel sera l'impact de cette fonte sur la circulation thermohaline? On a mentionné que la fonte des glaciers ajoute de l'eau, risque de faire augmenter le niveau des océans. Par contre, ça ne va pas changer la circulation thermohaline. Ici, on cherche quelque chose qui va changer la circulation. Qu'est-ce qui fait bouger l'eau? C'est la quantité de sel et la température. Alors, est-ce que c'est 1? Il n'y aura pas d'impact car les glaciers sont sur le continent. Non, parce que cette eau-là va agir dans les océans. C'est pas 1. C'est pas 1. 2. L'eau des océans se refroidira puisque les glaciers sont situés dans les régions nordiques. C'est pas nécessairement vrai. Les montagnes rocheuses en Californie ne sont pas des régions nordiques. Et pourtant, il y a des glaciers dans ces régions, tout comme en Afrique centrale, tout comme en Inde, en Mongolie, au sud de la Chine, sont des régions qui sont tropicales, donc qui ne sont pas nordiques, mais contiennent beaucoup de glaciers. Ça, 2, c'est faux. 3. Le niveau des océans augmentera. Oui, le niveau des océans va augmenter, mais ça ne fera pas changer la circulation de la boucle thermohaline, par contre. Mais 4. La salinité de l'eau se modifiera à cause de l'apport de cette eau douce. Si l'eau douce s'ajoute en grande quantité dans l'eau de mer va être moins dense, sa masse volumique va être plus petite parce qu'il y aura moins de sel dedans. Et si sa masse volumique est plus petite, elle va moins s'enfoncer. Au lieu de s'enfoncer profondément rapidement, l'eau de mer va s'enfoncer plus lentement et moins profondément. Donc ça va changer la circulation de l'eau dans les océans. Ce qui complète la 4e activité, oui, c'est tout, il n'y en avait pas 5. Ce qui complète ces activités sur la circulation thermohaline, circulation océanique, ainsi que la distinction entre les banquises et les glaciers.